Rencontre avec Nathalie Lefebvre. En tête-à-tête avec les thérapeutes. Bonjour à tous nos auditeurs et bienvenue sur Radio Médecine Douce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jade Allègre. Bonjour Jade. Bonjour Nathalie. Comment allez-vous? Ah, mais en pleine forme. Alors aujourd'hui, nous avons préparé une émission spéciale argile. Parce que selon vous, Jade, l'argile, c'est quelque chose qui est nécessaire finalement au bien-être, à la survie, mais c'est aussi un produit qui coûte très peu cher, mais qui est très utile. Alors, parlez-nous un petit peu de l'argile. Comment est-ce que vous avez découvert ses vertus curatives? Mais ça, c'est une bonne question. En fait, j'avais, je crois, dans les 24 ans et j'avais pas d'argent. Je vivais dans un squat. Il faut pas le dire. Et donc, pas de sécurité sociale, rien du tout. Et donc, on était plusieurs, et parmi nous, des enfants. Et donc, on avait les maladies de tous les jours, c'est-à-dire les otites des enfants, les crises de coliques néphrétiques, de calculs rénaux des adultes. Enfin, voilà, les grippes et tout ça. Et donc, comme on n'avait pas d'argent du tout, eh bien, voilà, un jour, quelqu'un est passé, nous a expliqué, bon, l'argile. Donc, on a essayé, et puis voilà, ça a marché. Et donc, on a continué. Parce que l'argile, on la trouve partout. En fait, c'est à peu près 15% de la croûte terrestre. Donc, où que vous soyez, vraiment, il n'y a que sur les îles de Polynésie qui sont en corail qu'on ne trouve pas d'argile. Il faut la faire venir par avion. Donc, en fait, il n'y aura jamais de pénurie d'argile. Non, exactement, c'est impossible. Ni pénurie naturelle, ni pénurie artificielle, c'est pas possible de provoquer. En revanche, j'ai entendu, ça commence une interdiction d'accéder à des carrières. D'accord. Donc, je veux dire, bon, c'est évident que comme c'est une ressource pour se soigner, enfin pour se prendre en charge au niveau santé tout seul, c'est sûr que ça ne va pas dans le sens des intérêts de tout le monde. Et donc, peut-être que les laboratoires pharmaceutiques essayent d'avoir la main mise sur, parce qu'on voit beaucoup de produits à l'argile, mais finalement, le plus efficace, j'imagine, c'est d'avoir de l'argile pure, enfin de la poudre d'argile. C'est sûr que c'est beaucoup moins cher. Je veux dire, bon, si on voit par exemple l'argile qu'il y a dans les médicaments en pharmacie, parce que finalement il y a pas mal de médicaments en pharmacie dont le principe actif est l'argile, mais entre l'argile dans la carrière et l'argile que vous allez trouver dans le beau petit sachet blanc, bon, il y a une multiplication par 10 du prix automatiquement, c'est inévitable. Sans compter qu'on va ajouter des produits pour le rendre plus sucré ou... Oui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire dans quel contexte, pour quelle maladie, quel mot on peut utiliser l'argile? Oui, alors en fait, moi j'ai tendance à résumer en disant que ça peut remplacer déjà les antibiotiques et les anti-inflammatoires. C'est déjà pas mal. Mais ce n'est pas que ça. C'est-à-dire que l'argile est un excellent antiviral, alors que vous savez bien que les antibiotiques ne font rien contre les virus. C'est un excellent antiviral. C'est en fait parce que le mécanisme de l'argile, c'est pas un mécanisme chimique, c'est un mécanisme physique. C'est-à-dire que ça attrape les toxiques et ça attrape les virus et ça attrape les bactéries et ça attrape aussi pas mal de produits chimiques que ça peut enlever du corps et donc vous nettoyer. Ça attrape surtout les produits chimiques qui sont ionisés, attendez que je réfléchisse bien, qui sont ionisés positifs. Parce que l'argile est majoritairement ionisée négative, donc les contraires s'attirant. Elle peut enlever du corps pas mal de toxiques qui sont chargés de façon positive. Pour ne prendre que ça, le césium radioactif par exemple. D'accord. Après Tchernobyl, il y a eu pas mal d'essais. Moi j'ai des documents de Norvège et des documents d'Italie, puisque vous savez que le nuage a sauté au-dessus de la France, donc nous on n'a pas été contaminés. Mais en revanche, en Italie et en Norvège, ils ont fait des essais justement pour trouver des liants qui puissent décontaminer les animaux producteurs de lait en particulier, afin de pouvoir continuer à commercialiser le lait. Et donc les argiles font partie des liants qu'ils ont testés pour décontaminer les animaux. D'accord. Et ça marchait très bien. Pour son pouvoir absorbant, en fait. Voilà, ça, c'est-à-dire que c'est comme un pouvoir, c'est comme une éponge ionisée quelque part. C'est-à-dire qu'il y a comme une éponge, il y a des trous presque, on pourrait dire physiques, c'est-à-dire il y a des espaces qui sont libres, et puis c'est ionisé, c'est-à-dire qu'en plus il y a une attraction électrique. Donc d'un point de vue moléculaire, finalement, donc ça crée l'attraction. Alors c'est quoi? C'est quand on fait un usage externe, vous voulez dire, ou même un usage interne?
Ben, c'est une attraction par contact, enfin il faut que ça touche, hein. Donc soit en externe, ben, soit en interne, c'est-à-dire que quand ça va toucher une molécule de césium par exemple, ça va l'attraper, ça va même l'attirer à une certaine distance, mais enfin des distances au niveau des molécules, pas des... Et donc ce qui est quand même très très intéressant parce que enfin ça a été prouvé, hein, ça a été prouvé, moi j'ai les essais, parce qu'en fait j'ai quand même une formation, je suis à la fois naturopathe et puis j'ai aussi une formation médicale, donc ce qui fait que, vous savez, maintenant on essaie toujours d'avoir des preuves, donc j'ai à l'association un mur entier de publications de tous les pays qui chiffrent en fait ce genre d'action, ce genre d'activité. Oui. D'accord. Et donc dans le monde allopathique, quel rôle vous avez? Vous êtes médecin? Ah, ça c'est oui, je suis interne en médecine en fait. Je termine là, mes études de médecine. Et donc, ça fait des années que je travaille dans les hôpitaux et que j'étudie les dossiers des patients, quoi. Donc, je vois ça d'assez près. Et maintenant, en médecine, on ne jure plus que par ce qui s'appelle l'evidence-based medicine, c'est-à-dire les preuves statistiques. Et donc, c'est pour ça que vous êtes peut-être formé à la naturopathie, pour aller plus loin dans vos... Non, c'est le contraire, en fait. Moi, j'ai commencé par naturopathie. D'accord. Et après, j'ai fait la médecine officielle pour aller plus loin, d'abord pour approfondir au niveau physiologie, pathologie, et puis pour voir, pour apprendre. Par exemple, si quelqu'un me dit j'ai des polypes intestinaux, est-ce que je dois faire une opération? Bon, c'est important de savoir hein, le degré d'urgence, le degré de dangerosité. Et après ça, une fois qu'on a fait le point, on peut avoir une meilleure idée de quel type de traitement on peut choisir. Et c'est vrai qu'il y a des cas où il faut faire la chirurgie, qu'on le veuille ou non. Oui, il n'y a pas de solution naturelle à tout et il faut bien faire la part des choses. La médecine allopathique est nécessaire, tout comme un accompagnement un peu naturel. Oui, c'est-à-dire, oui, à l'idéal, les deux sont complémentaires, mais c'est un petit peu difficile parce qu'en fait, malgré tout, il y a une rivalité, qu'on peut dire, de chapelle et aussi une rivalité de clientèle. Hein. Donc, c'est un petit peu à couteau tiré des deux côtés. L'idéal, c'est d'avoir les deux formations, c'est clair. Ouais. Après ça, on peut faire la part des choses. C'est-à-dire que quand, pour soigner une maladie, vous avez un traitement qui est plus efficace et moins toxique, bon, bah, il n'y a pas photo. Hein. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Donc justement, en parlant de traitement moins toxique, on va revenir à l'argile. Donc, est-ce que vous pourrez nous donner quelques idées d'utilisation de l'argile dans la vie de tous les jours, les petits bobos du quotidien? Ah oui, ça c'est une bonne idée. Bah, écoutez, le plus simple, c'est la gastro, quoi. Le gastro, vous savez que... Alors, la gastro de l'enfant ou alors la tourista quand vous partez en voyage. Ça, c'est évident que le meilleur remède, c'est évidemment l'argile. Parce que l'argile, elle va rééquilibrer donc les échanges d'eau entre vos intestins et votre corps. Et puis, elle va attraper les virus. Ça a été prouvé d'ailleurs, le virus le plus commun de la diarrhée. Il y a eu des expérimentations avec l'argile et le rotavirus. Hein, il se fait attraper très facilement par l'argile. Mais donc les diarrhées d'origine virale, il n'y a aucun souci. Les diarrhées bactériennes, ça marche très bien aussi. Et aussi, il y aura aussi une action sur des produits chimiques et des parasites, mais pas tous les parasites. Hein, ça dépend des parasites. À titre d'exemple, l'argile est très efficace sur les oxyures, mais elle n'est pas du tout efficace sur les ascaris. Ça va dépendre. C'est pour ça que bon, c'est comme tout, c'est comme le vélo, il faut apprendre. Bien sûr. C'est pas inné. Il y a des choses à savoir, il y a des indications, des limites. Faut apprendre. Il faut faire ses classes. Donc vous parlez de la gastro. Est-ce Oui. que, par exemple, les brûlures ou les plaies... Ah oui, alors là, les brûlures, c'est... moi, vraiment, là, je le dis et je l'affirme, je suis désolée pour les gens que ça va indisposer, mais il est certain que les argiles, bon, plus précisément les silicates d'alumine, sont jusqu'ici le meilleur traitement au monde que j'ai vu pour les brûlures. Non seulement parce que ça vous enlève la douleur, ce qui est quand même énorme pour vous rendre compte que en traitement classique, on est quand même obligé de mettre les gens dans le coma tellement ils ont mal. Tandis que là, ça vous enlève la douleur, mais ce qui est beaucoup plus extraordinaire, c'est que ça vous permet de reconstituer vos tissus. Alors qu'avec le traitement classique, vous reconstituez rien, vous cicatrisez et vous faites des rétractions qui sont très laides après pour le reste de votre vie, mais vous ne refaites pas vos tissus. Donc ça, c'est vrai que moi j'avais même envisagé d'aller dans un service de grand brûlé mais comme je vous dis, c'est un petit peu difficile de faire un pont entre les deux médecines.
C'est un petit peu difficile. Parce qu'en fait, les services de grands brûlés actuellement sont surtout des services de réanimation. Quand les gens sont dans le coma et on fait la petite cuisine avec le potassium, le sodium, l'eau. Et donc, est-ce que ces gens ont conscience que l'argile pourrait aider des patients qui arrivent avec des brûlures Ah non. Mais il faut quand même vous rendre compte que l'information la formation des médecins dont je suis est assez cloisonnée, c'est-à-dire qu'en fait, même les livres des étudiants en médecine sont déjà appuyés par des laboratoires. Donc, l'information que reçoivent mes collègues et amis en fait est très très parcellaire. C'est pas de leur faute. J'ai bien vu. Les gens qui font médecine sont des gens très courageux, extrêmement travailleurs et très honnêtes, très souvent, qui veulent vraiment soigner les gens, mais ils ne se rendent pas compte à quel point leur information est sélectionnée dès le départ. C'est dommage. Donc il y a une influence en fait dès le début de l'apprentissage. Et oui, malheureusement, oui. Mais ça, personne ne s'en rend compte. Personne ne s'en rend compte. C'est dommage. Parce que je vous dis, ce sont des gens très courageux, mais ils ne se rendent pas compte. Comment pourraient-ils se rendre compte? Je veux dire, il faut vraiment s'intéresser au sujet et aller creuser pour apprendre ce genre d'informations. Bien sûr. Ou peut-être avec le recul, les années d'expérience. Alors, pour revenir à l'argile, comment est-ce qu'on peut utiliser l'argile? Alors, on l'achète sous forme de poudre, on l'achète comment? Comment est-ce que ça s'utilise? Alors, on peut l'acheter en fait en gros sous 3 formes. On l'achète en cailloux bruts, c'est-à-dire que le producteur est allé dans la carrière avec une pelleteuse et puis après ça, il a fait sécher ça dans un hangar, plus ou moins à l'air, mais en général un hangar quand même avec une toiture, même si cette toiture peut être de plastique transparent, pour une raison très simple, c'est que s'il pleut, bon, ça va pas sécher, et en plus s'il pleut, il peut se développer des moisissures à la surface de l'argile. Donc il fait sécher ce qu'il a enlevé avec sa pelleteuse et puis voilà, et puis après ça il la broie et puis ça donne des petits cailloux. Donc on peut l'acheter sous forme de cailloux plus ou moins petits, ça dépend du broyeur. Et puis on peut l'acheter sous forme de poudre. Alors la différence avec la poudre, c'est une différence essentielle qu'il faut savoir quand même, c'est qu'évidemment bien sûr c'est beaucoup plus pratique pour boire, mais il faut surtout savoir que les poudres qui sont dans le commerce sont désablées, parce que l'argile dans la nature elle est souvent mélangée avec du sable. Et donc, elle est mélangée avec une proportion plus ou moins grande de sable selon les gisements. Et quand on vend une argile en poudre, elle est désablée. C'est pour ça que vous voyez marqué ventilé ou ultra ventilé sur la boîte, parce qu'on sépare le sable par un processus de ventilation. Voilà. Donc, évidemment, pour ingérer, c'est mieux de ne pas avoir de sable. Alors après ça, vous avez les argiles en pâte. Mais alors ça, c'est très important de savoir quand même que les argiles en pâte, la plupart du temps, sont réglementées en cosmétique. Et donc, du coup, le problème, c'est que c'est du zéro germe qu'on exige d'eux. Et qu'on exige des producteurs. Et alors, la conséquence, c'est que beaucoup de producteurs mettent des produits chimiques pour stériliser l'argile est stérile au départ, mais lors des manipulations, à partir de la carrière jusqu'à la boîte, elle peut être contaminée. Si le camion était sale, si les mains des travailleurs sont sales, elle va avoir des germes qui vont être posés dessus. Donc, automatiquement, quand les gens veulent la commercialiser en pâte, ils ont tendance à mettre des produits chimiques. Et moi-même, une fois, j'ai visité une usine de préparation de pâte d'argile. Et l'ingénieur qui me faisait visiter me disait, ben voilà, pour tel distributeur, on ajoute tel produit chimique, pour celui-ci, on ajoute tel autre produit chimique. Alors je prends un des tubes d'argile en pâte, je regarde, il n'y avait aucun produit chimique d'indiqué dessus, donc je dis à l'ingénieur, mais enfin le produit n'est pas mentionné. Et il me répond, naïvement, pourrait-on dire, bah oui, mais le producteur préfère qu'on ne le marque pas. Enfin, le producteur, le distributeur. Voilà, donc je dis, méfiez-vous des argiles en pâte, parce que c'est vrai qu'elles sont très pratiques, mais malheureusement, souvent, elles ont des additifs. Si par exemple, on va dans sa boutique bio acheter une pâte d'argile, est-ce que vous pensez que là, ce sera peut-être exempt de tout produit chimique? Non, même dans les boutiques bio, il peut y avoir des produits chimiques. D'accord. Oui. Je crois, Jacques, qu'il existe plusieurs types d'argile. On parle d'argile blanche, argile verte. Alors, quelles sont les différences? Oui, alors théoriquement, enfin selon, parce que bon, nous, oui, je vous ai pas dit, donc je m'occupe d'un groupe qui s'appelle l'Homme et l'Argile, et nous, on est un réseau, et donc ce réseau, on a des géologues, des physiciens, des chimistes, des hydrologues aussi, puisque ça sert à faire l'épuration d'eau. On est tout un réseau, des pharmaciens, etc. Et donc,
Pour tous ces gens très compétents, la couleur n'a aucune importance. C'est-à-dire qu'une argile verte, rouge, blanche, ça ne donne pas d'indication sur la structure de base de l'argile. Pour savoir ce que vaut une argile au niveau de la structure de base, il faut malheureusement avoir un diffracteur de rayon X dans un laboratoire de physique. Donc, c'est pas à la portée de la ménagère. Ça, c'est la théorie. Mais en fait, dans la pratique, on s'aperçoit que ce qui est commercialisé en France en argile blanche est très souvent une argile qui s'appelle une kaolinite, qui est une argile qui est très bien, mais qui n'est pas extrêmement puissante, mais qui est très bien. Hein. Je dirais, seulement, ça impliquerait que vous en preniez beaucoup plus, ça impliquerait qu'elle soit moins forte dans certaines maladies. Alors après ça, vous avez les rouges qui sont commercialisés en France. Alors là, il y a tout. Ça peut être des argiles très simples ou des argiles beaucoup plus puissantes. Et en revanche, les vertes qui sont commercialisées en France sont généralement des ilites et des smectites. Et ça, c'est des argiles très puissantes. Théoriquement, ça ne veut rien dire. Mais dans la pratique, il se trouve que celles qui sont commercialisées sont quand même certaines catégories d'argile. Donc en gros, ça veut dire que si vous voulez juste un pansement d'estomac, vous pouvez prendre une blanche. Si vous voulez une action beaucoup plus profonde et une action à distance, c'est-à-dire que curieusement, il faut savoir une chose, l'argile, elle sort pas du tube digestif. C'est-à-dire que vous l'ingérez, elle rentre par la bouche, elle sort par l'anus. Elle va pas aller dans le sang, hein. Elle reste dans le tuyau. Mais en restant dans le tuyau, quand vous l'ingérez, bizarrement, elle a une action à distance très puissante. Par exemple, je vous prends un exemple qui est quand même assez étonnant, c'est que si vous avez des parasites dans le système urinaire, vous savez, reins, vessie, etc., ça n'est pas en contact avec vos intestins. C'est-à-dire ces deux systèmes qui sont complètement à l'écart l'un de l'autre. Hein. Et bien bizarrement, vous prenez l'argile, elle reste dans vos intestins, elle va faire partir certains parasites qui étaient dans le système urinaire. Donc elle a une action à distance, mais sans bouger, sans sortir de votre tube digestif. Je pense qu'une kaolinite aurait un petit peu de mal à faire ça à une argile blanche. À mon avis, il vaut mieux essayer quand même des argiles plus puissantes pour cette action à distance. D'accord, donc des argiles vertes. Oui, alors dans le commerce, oui, du verre. Alors maintenant, dans le verre, le problème, c'est que non seulement vous n'allez pas savoir vraiment qu'est-ce qui est important, est-ce qu'il faut prendre une smectite, est-ce qu'il faut prendre une ilite, mais j'irai même plus loin, c'est que certains producteurs n'ayant pas de carrière mettent dans les boîtes, sans changer l'étiquetage, ce qu'ils trouvent sur le marché à ce moment-là. C'est-à-dire en le faisant venir de l'étranger bien souvent. Donc, par exemple, il y a un très gros hôpital de province qui commandait 5 tonnes d'argile par an quand même, en externe uniquement, hein, par exemple sur les lymphangites, c'est-à-dire les inflammations des veines chez les patients hospitalisés avec les perfusions, sur les escarres, sur tout ce qui était ulcère, plaie, etc. Et bien, bon, des fois, ils recevaient de l'élite, des fois de la smectite, avec toujours le même pactage. Ils s'en apercevaient parce que, en fait, selon les argiles, elles vont boire plus ou moins l'eau. Donc, certaines fois, il fallait beaucoup d'eau pour les mettre en pâte, et puis des fois, très peu d'eau. Donc, ne vous fiez pas trop à ce qui est marqué, pas toujours, malheureusement encore, à ce qui est marqué sur les paquets. Je pense que ça progresse d'année en année. Quand nous, on a commencé il y a une trentaine d'années, les producteurs eux-mêmes ne savaient même pas le nom des argiles qu'ils distribuaient. Maintenant, ça progresse, mais on ne peut pas encore complètement se fier à ça. Et alors, le mieux, c'est de se fier à votre instinct, en fait. Ça coûte rien, l'argile. Hein. Donc, vous achetez différentes marques, différentes sortes d'argile, et puis vous les testez, vous voyez celle qui vous convient. Est-ce qu'il existe quand même des contre-indications avec l'argile ? Pas vraiment. Alors, au niveau interne, qu'est-ce qui pourrait exister comme contre-indication ? En fait, il y a une contre-indication qui est très facile à comprendre, c'est si vous avez des traitements pour baisser votre immunité. Mettons que vous ayez, je ne sais pas moi, une prothèse artificielle quelque part et que du coup, pour que votre corps ne la rejette pas, on vous donne un traitement qui abaisse l'immunité. Évidemment, il ne faut pas prendre de l'argile, parce que l'argile, c'est le contraire, elle va stimuler votre corps, elle va le réveiller et elle va l'aider à retaper son immunité. Donc évidemment, ça serait contradictoire. Il faut savoir aussi que l'argile est un antipoison et que donc tout ce qui est molécules étrangères à l'organisme, elle essaie de les attraper pour les évacuer du corps. Donc, ça veut dire que si vous prenez un traitement par médicament, ce sont des molécules étrangères à l'organisme. Donc, si vous le prenez en même temps que votre argile, le médicament risque d'être attrapé par l'argile. Alors, donc, ça veut dire que si vous avez un traitement par ailleurs, il faut le prendre impérativement à distance de l'argile. Et ça n'est pas assez su.
je vois mes confrères, quand ils prescrivent des argiles pharmaceutiques, il y en a énormément. Par exemple, dans toutes les diarrhées des enfants, les pédiatres prescrivent des argiles. Dans les diarrhées des adultes, dans les diarrhées des personnes âgées, les médecins qui les prescrivent ne savent pas encore préciser à leurs patients qu'il faut le prendre à distance des autres médicaments. Mais vraiment strict minimum à 2 heures. C'est-à-dire que si vous pouvez le prendre à l'opposé de la journée, c'est encore mieux. Parce que l'argile, c'est des petites particules qui font 2 millièmes de millimètre. Donc en fait, elles vont rester dans la glaire. Vous savez, nos intestins à l'intérieur, pour ne pas se faire abîmer, ils se recouvrent d'une espèce de glaire, une sorte de mucus pour se protéger. Et donc les petites particules, elles sont insérées dans ce mucus, et donc elles avancent dans votre tube digestif en même temps que le mucus. Donc au bout de 2 heures, elles ont pas mal avancé, mais elles sont toujours pas sorties du corps. Donc, vaut mieux prendre l'argile carrément à l'opposé de la journée. Quand je dis 2 heures, c'est vraiment pour les très gros malades, comme les malades avec du VIH, qui par exemple doivent prendre des traitements toutes les 4 heures. À ce moment-là, qui prennent l'argile au milieu, après 2 heures et avant 2 heures. D'accord. Donc justement, dans le cadre d'une diarrhée, est-ce qu'on peut mettre un peu, enfin je sais pas, c'est combien de cuillères Alors nous, dans les diarrhées, nous on fait un protocole, on a mis au point un protocole, parce que bon, on fait l'idée de l'homme et l'argile, c'est donc de donner à l'argile, c'est naître de noblesse en étudiant bien toutes les publications internationales sur le sujet. Mais c'est aussi d'aider les populations pauvres avec les argiles, c'est-à-dire que même si vous êtes dans un bidonville, vous creusez, vous allez pouvoir trouver de l'argile. Donc nous, on aide les gens qui n'ont pas d'argent. Et donc, qu'est-ce que vous me demandiez sur les diarrhées, c'est ça? En fait, est-ce qu'on peut ingérer trop d'argile? d'argile? La quantité, c'est ça. Voilà. Ah, mais c'est une bonne question. Oui, alors la quantité, donc nous, pour ces gens-là, les premières indications pour lesquelles on les aide, c'est bien sûr les diarrhées. Et alors, comme... en fait, comme ces gens-là vont pas avoir une mesurette en disant bon ben voilà, il faut que je pèse 2,5 grammes, en fait, on leur a fait une mesure avec la main. C'est une mesure où on met sa main. Alors vous pouvez le faire, on vous le dit, vous pouvez mettre votre main à l'horizontale, vous fermez les 4 doigts, et sur les 4 doigts, mais donc pas sur la paume, uniquement sur les 4 doigts, vous faites un monticule d'argile, vous en mettez le plus possible. Donc vous voyez que dans un cas de diarrhée, ça va faire quand même peut-être au moins 3 cuillères à soupe. Hein. Mm-hmm. Et donc cette quantité-là, on la bascule dans le verre. Évidemment, vous mesurez sur la main du patient. Si c'est un petit bébé, vous mesurez sur la main du bébé, bien sûr. Si c'est un gros homme très costaud, vous mesurez sur sa main à lui. Et donc c'est fait une proportion qui correspond donc à la taille du patient. Et vous basculez ça dans de l'eau. Il faut mettre l'eau d'abord. Vous basculez ça dans de l'eau. Vous le basculez en pluie. C'est très important. Hein. Vous versez la pluie dans l'eau. Vous attendez 10 minutes. Et surtout, vous ne mélangez pas en attendant 10 minutes. C'est-à-dire que vous laissez la poudre s'harmoniser avec l'eau. Il ne faut pas mélanger. Si vous mélangez, ça va faire une sorte de pâte. De grumeaux, voilà. Et vous me demandiez, est-ce qu'on peut en manger trop? Alors là, je dois vous dire que, une fois, j'ai aidé une petite fille qui était dans le coma, et donc quand elle est sortie du coma, comme elle avait fait une encéphalite, c'est-à-dire une inflammation du cerveau, elle avait donc ça lui donnait donc des crises d'épilepsie, et lors d'une crise d'épilepsie, son instinct l'a portée vers l'argile, et elle s'est pris 1 kilo d'argile en 10 minutes. Elle avait 5 ans. Bon, et ben c'est passé comme lettre à la poste. Donc quand on vous dit qu'une cuillère à café peut vous mettre en occlusion, je pense que c'est légèrement exagéré. D'accord. En fait, dans la pratique... Mais bon, nous, l'argile qu'on utilise le plus, ça évidemment, comme je vous dis, c'est un petit peu difficile d'être sûr avec le pactage actuel des producteurs, malheureusement, mais celle qu'on utilise le plus, c'est l'Élite. L'Élite, c'est une argile qui est très bien, c'est une des 2 vertes qui est commercialisée en France. Et c'est vrai qu'elle est très équilibrée, on n'a jamais de soucis avec cette argile, même sur des très grosses quantités. Un autre exemple, dans les cas d'hémibiase aiguë, sur lesquels on a mis au point des protocoles en Afrique aussi, on a pris des doses, on a mis au point des traitements avec des doses fortes d'argile toutes les 2 heures, et on n'a jamais vu de problème. Si une personne a un problème de constipation avec une argile, à ce moment-là, le mieux, c'est que la prochaine fois, elle prenne l'argile plutôt au coucher, plutôt qu'au lever. Parce que c'est vrai que chez certaines personnes, ça peut faire un peu de constipation. Mais de là à faire une occlusion, il ne faut pas exagérer. Nous, on a regardé toute la documentation. Je crois qu'on n'a pas trouvé grand-chose. On a trouvé beaucoup d'occlusions intestinales avec des kakis.
Méfiez-vous des kakis. On a trouvé aussi beaucoup d'occlusions intestinales avec des ouvriers qui, je ne sais pas pourquoi, mangeaient la peinture, ou alors des enfants qui mangeaient la peinture, mais surtout des ouvriers, oui. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas dans quel cadre. Et donc là, évidemment, il y avait des occlusions, mais avec l'argile, non. Il faut vraiment que, je crois qu'on a dû trouver, je ne sais pas, 1 ou 2 cas sur 40 ou 50 ans chez des malades psychiatriques qui ne mangeaient que de l'argile et qui n'étaient pas du tout surveillés. Non, c'est très rare. Alors, si ça vous entraîne une constipation, le mieux, c'est de ne pas prendre de laxatif. Attendez que le transit reprenne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pendant que l'argile reste bloquée dans vos intestins, en général, elle va se mettre à soigner les intestins. Donc, voilà. Bon, ceci dit, si vous vous sentez mal à l'aise, prenez un petit peu de magnésium et vous serez... J'imagine qu'on peut aussi administrer l'argile aux animaux. Tout à fait. En médecine vétérinaire, c'est énormément utilisé. On parlait de la diarrhée, par exemple, sur les chiens de traîneau qui font de la compétition. Bon, ça les stresse tellement qu'ils ont des diarrhées qui, évidemment, risquent de diminuer leur performance. Et donc, on les traite même en préventif avec des argiles. Les veaux, évidemment, les éleveurs ne veulent pas perdre leurs veaux avec la diarrhée, donc c'est utilisé aussi. C'est beaucoup utilisé en médecine vétérinaire. Et justement, on a des études très intéressantes d'Europe de l'Est qui montrent que les animaux traités par argile pour des diarrhées, par exemple, ont leur marqueur immunitaire qui augmente. C'est-à-dire que ça a vraiment une action de renforcement de l'immunité. Et ça, on peut le constater nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en Europe, par exemple, les femmes qui ont des cystites peuvent se soigner très facilement avec l'argile, des infections urinaires. Et ce qu'on remarque, c'est si, par exemple, quelqu'un a des cystites chroniques, c'est-à-dire fait des cystites une fois par mois, eh bien, quand la personne va soigner un épisode de cystite avec l'argile, eh bien, ça va retarder l'épisode suivant. Et puis le retarder encore l'épisode d'après, et ainsi de suite. Donc ça va écarter les crises, donc ce qui montre qu'il y a un renforcement de l'immunité. Dans le cas d'une cystite, c'est la même chose que la constipation. C'est des doses assez... on prend pas des doses si fortes, on prend plutôt une cuillère à soupe. Et ce qu'on fait, c'est qu'en fait, si vous voulez, au moment où vous avez la crise, vous prenez une cuillère à soupe d'argile. Toujours pareil, mettre l'eau d'abord, laisser tomber l'argile en pluie, utiliser l'argile verte, attendre 10 minutes et puis mélanger. On peut attendre 24 heures, mais au bout de 10 minutes, déjà, on peut l'utiliser. Et avec la cystite, le mieux, c'est de se régler sur la maladie elle-même. C'est-à-dire que vous, une fois que vous avez pris votre verre, généralement, vous devez être soulagé en 20 minutes. Si vous n'êtes pas soulagé en 20 minutes, vous attendez une demi-heure. Si au bout d'une demi-heure, vous n'êtes pas soulagé, vous vous refaites une dose. Et ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir mal. Lorsque vous n'avez plus mal, vous attendez que la douleur revienne avant de reprendre l'argile. C'est-à-dire qu'il faut se régler vraiment sur le corps, en fait. D'accord. Donc finalement, même les... Enfin, ceci dit, je ne vous donne pas de conseils parce que ce n'est pas à ma place. Ce que je vous dis juste, c'est ce que font d'autres gens, quoi. Je vous témoigne de ce que d'autres gens j'ai vu faire dans le monde entier, dans les cas de maladie. Jade, vous nous parliez un petit peu de votre association tout à l'heure, l'Homme et l'Argile. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus? Est-ce que vous organisez des stages, Alors, événements? Nous, l'Homme et l'Argile, en fait, on ne travaille pas vraiment en France, on travaille surtout à l'étranger. C'est-à-dire que l'idée, c'est que quand une collectivité est vraiment pauvre, ils n'ont pas d'accès aux médicaments, soit parce qu'il n'y a pas de dispensaire tout près, soit parce que c'est trop cher et qu'ils n'ont pas d'argent. Et ben nous, sur leur demande, d'ailleurs c'est généralement eux qui demandent, on leur apporte l'information sur l'argile. C'est-à-dire que dans tous les pays du monde, il y a une tradition d'argile. Mais ce qui se passe, c'est que très souvent... les populations locales vont avoir trouvé une indication. Par exemple, au Guatemala, les Indiens Quiché, là, dans les collines, ils l'utilisent pour les brûlures d'estomac parce que comme ils mangent autant de piments que de haricots, ils ont des gros soucis. Et donc, eux ont mis au point le protocole pour les brûlures d'estomac, c'est logique. Et puis, à un autre endroit de la planète, ils vont avoir mis au point le protocole pour quand ils sont empoisonnés par des poissons qui ont des maladies, par exemple. Et puis, sur un autre point de la planète, ils ont mis au point un traitement par voie externe quand ils se font mordre par un serpent. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que d'abord, on s'intéresse à leur tradition locale, ça c'est la première chose, il faut respecter les gens. Et puis ensuite, on va élargir leurs indications. On va leur dire, oui, vous savez, vous pouvez également l'utiliser quand votre fils s'est fait mal au pied avec les crampons de la chaussure de foot de son ami qui lui a fait un drive, ou je sais pas comment ça s'appelle, un dribble, je sais pas. Notre élève en Afrique, par exemple, il soigne beaucoup les blessures de crampons des joueurs de foot.
Donc en fait, on leur communique l'information que le panel des indications est plus large. Et ensuite, à la fin, si vraiment ça les intéresse, bon, on fait venir des géologues qui vont étudier tous les gisements dans une zone de 50 km autour du village pour voir qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant. D'accord. Et alors, à l'idéal, c'est ce qui est arrivé justement chez les Indiens Quichés, à l'idéal, à la fin, on peut avoir comment on appelle ça, une microéconomie, c'est-à-dire qu'ils peuvent récupérer l'argile, la sécher, la mettre dans des beaux petits paquets et la vendre. Ça, c'est à l'idéal. Et c'est ce qui s'était passé au Guatemala. Mais ce que je veux dire qui est très important, c'est que nous, on n'est pas des colonialistes. Hein. C'est-à-dire que on communique une information et puis après ça, les gens la prennent ou la prennent pas. Et non seulement ils la prennent ou ils la prennent pas, mais quand ils la prennent, en général, ils la digèrent à leur manière. C'est-à-dire qu'ils vont la moduler selon leur culture. Et ça, nous c'est normal. À l'inverse, s'ils ne reprennent pas, on s'en va. Hein. Nous, ça ne nous intéresse pas. Hein. Nous, on n'est pas... c'est pas notre place. Hein. Nous, notre place, c'est pas dans le village au Bénin. Notre place, c'est pas sur l'Everest. Nous, on communique une information. Si les gens ont envie de la reprendre, on les aide à la reprendre. Et puis, si ça les intéresse pas, s'ils reprennent pas et qu'ils comptent être assistés par nous, qui viendraient chaque année. Là, actuellement, on a fait plusieurs années au Bénin, mais on arrête. On arrête parce qu'ils reprennent pas. C'est un hôpital aussi, c'est rare. D'habitude, on travaille plutôt en famille ou en dispensaire. C'est un hôpital et en fait, ils comptent sur nous pour venir chaque année. Non, nous, on n'est pas fait pour ça. Nous, on forme les gens. Bon, ben, ils s'y mettent pas, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est le volet action. Maintenant, sur le côté réflexion, on regarde toujours tous les travaux qui se font dans le monde entier. Et puis, on fait des réseaux d'experts sur des sujets. Par exemple, beaucoup de gens se sont inquiétés du fait que l'argile, dans sa composition, contient de l'aluminium. Est-ce que cet aluminium peut être toxique, etc. Donc, on a réuni nos experts et on a réfléchi sur ce sujet et on a pondu des conclusions dans un article là-dessus. D'accord. Donc, votre but, c'est d'informer. Voilà, c'est ça. Nous, c'est informer. On communique une information. C'est tout. Et alors, comme on a absolument zéro financement, mais zéro de chez zéro, donc du coup, une fois par an, on fait une formation pour le grand public où on distribue ces informations pour les Européens. Et donc là, ça a lieu chaque année au mois de juin. Et cette année, ça a lieu le dimanche 26 juin. Alors, comment faire pour trouver toutes les informations? Le mieux, c'est vous allez sur Internet, vous faites un moteur de recherche et puis vous faites l'homme et l'argile. Et là, vous allez avoir toutes les informations sur les formations. Mais je peux vous dire, donc là, cette année, c'est donc le dimanche 26 juin de 14h à 19h. Et ça a lieu dans une auberge de jeunesse qui s'appelle l'auberge de jeunesse d'Artagnan, 80 rue Vitruve, dans le 20e. Mais si vous pouvez, c'est 14-19, vous pouvez faire la sieste le matin, c'est très important. Ah oui, primordial. Primordial, mais je suis d'accord avec vous, c'est primordial. C'est important pour la santé de bien se reposer. Donc vous faites la sieste le matin. Surtout après une semaine de travail, le week-end, c'est sacré. Exactement. Faites la sieste le matin, l'après-midi, vous venez jouer avec nous. Et surtout, sachez une chose, c'est que les infos qu'on vous donne, c'est des infos qu'on peut même pas mettre dans les livres, hein, parce que si vous voulez, vous serez à ce moment-là adhérent, et donc en tant qu'adhérent, on pourra vous donner des informations tout à fait confidentielles. Et puis c'est à la portée de tout le monde. Nous, vous avez bien vu, hein, je parle pas la langue de bois. Moi, je dis les choses telles qu'elles sont et avec un langage simple. Donc, c'est ça qui est très agréable, Jade. Ah, c'est gentil. Oui, donc voilà. Et si vous voulez aller plus loin, si vous êtes des casse-cou et des globetrotters, alors vous venez aussi la veille, le samedi, et là on vous explique comment vous débrouiller en tout milieu. Hein. C'est-à-dire que là vous devenez tout terrain. On vous explique comment vous débrouiller pour avoir de l'eau, pour manger, pour vous soigner. Je sais pas, dans une jungle en Indonésie ou sur l'Everest. On vous explique, ou même à Paris. Hein. On vous explique comment vous débrouiller en tout milieu avec des trucs très simples. Et ça, c'est très, 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 très important. Moi, je vous prie pour vous, venez parce que après, non seulement vous pourrez vous débrouiller tout le temps, mais vous pourrez aider les autres. Hein, c'est important aussi. Donc ça, c'est pareil. Hein, le samedi, on se lève pas non plus. Hein. On vient tranquillement à 14h. Si vous pouvez, on vous demande de vous inscrire avant parce que nous, ça nous aide beaucoup au niveau administratif. Donc d'aller sur le site et de remplir votre petit bulletin d'inscription. Donc un moteur de recherche et puis l'homme et l'argile, et après vous faites l'onglet stage, formation ou atelier, je ne sais pas qu'est-ce qui est marqué, quelque chose comme ça, et vous essayez de vous inscrire. Alors peut-être avant de conclure l'émission, on va quand même parler de ce livre, parce que justement vous parlez de cette journée de formation pour survivre en tout milieu. Mais donc Jade, vous avez écrit un livre qui s'appelle Survivre en ville.
Et donc qui est finalement un guide de survie à la vie citadine. Oui, tout à fait. En fait, c'est-à-dire que pourquoi j'ai fait survivre en ville? Alors, parce que en fait, en ville, c'est beaucoup plus difficile de survivre. Si vous êtes coincé en plein milieu de Paris, que tout d'un coup il y a un problème politique, un problème climatique, un problème nucléaire, n'importe quoi, que vous êtes dans votre petit studio de 20 mètres carrés, vous n'avez pas 6 mois de vivre dans votre placard, vous n'avez pas 6 mois de bouteille d'eau, et le temps que vous bougiez, que vous alliez au magasin, il y a longtemps que tout sera plié, hein, donc faut pas compter dessus. Et donc, ben voilà, ce petit livre vous dit comment vous débrouiller en ville, parce que c'est ça le plus dur. Une fois que vous savez vous débrouiller en ville, vous pouvez vous débrouiller beaucoup plus facilement à la campagne. Donc en gros, comment aller boire l'eau de la Seine demain si vous n'avez pas prévu et que vous n'avez pas de pilule de chlore dans votre armoire à pharmacie. Hein. Donc en fait, c'est pas compliqué. La survie, c'est comme la santé, en fait, contrairement à ce qu'on pense. Il y a des petits trucs, il y a des tas de petits trucs qui peuvent rapporter gros et qu'il faut savoir. Si vous ne les savez pas, vous êtes bêtement coincé. Où est-ce qu'on peut trouver ce guide Ah, Survivre en ville quand on s'arrête. Bon, vous pouvez le trouver aussi sur notre site, mais vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie. Hein. Donc Survivre en ville quand tout s'arrête, c'est le nom, et l'auteur, donc, et il se trouve que c'est moi, c'est Jade Allègre. Allègre, A2LEGRE. On le trouve aussi sur les pages de la FNAC, enfin il est un petit voilà, peu partout oui, sur Internet, il est partout, hein. facilement. Il est partout. Et puis il est petit mais costaud. Et parce que vous voyez, il y a des livres de survie, ils font 1 kilo. Hein. Alors d'une part, ils seront un peu lourds à emmener en randonnée, et puis d'autre part, en fait, vous utiliserez quoi, 1/100. Et encore, je suis généreuse. Tandis que celui-là, il est tout petit, il se glisse dans votre poche, et ce qui vous dit, vous pourrez vraiment l'utiliser. Vous voyez, moi, ça fait un moment que je me balade sur la planète, bon, dans des conditions un peu invraisemblables. Oh, enfin, très raisonnables quand même, quoi. La preuve, c'est que je suis encore vivante. Mais, écoutez, par exemple, à part d'être dans le désert, c'est très rare de ne pas trouver d'eau. En général, on trouve de l'eau polluée. Alors, vous apprendre à faire un distillateur solaire dans le désert, je ne pense pas que vous en ayez l'utilisation tous les jours. Mais en revanche, vous apprendre à pouvoir boire l'eau de la Seine, ça, je pense que c'est important. Ouais. Vous voulez dire que c'est adapté là à notre milieu actuel oui, non, mais parisien, c'est surtout citadin. Adapté à ce que vous rencontrerez vraiment dans votre vie et pas à ce que une personne sur 100 000 va rencontrer une fois en jamais. Hein. C'est vraiment parce qu'en général on a accès à de l'eau, mais de l'eau sale. Comment faire, par exemple hein. Bon, que d'informations en 3 minutes. C'est gentil. Alors Jade, si nos auditeurs ont envie de vous contacter, donc vous parlez de votre site internet tout à l'heure. Oui, Est-ce qu'il y a une adresse email où on peut... Ah, tout à fait, c'est-à-dire vous allez sur le site, il y a un truc contact et puis on vous répond tout de suite. Hein. L'adresse du site c'est... Alors l'adresse du site, je sais même pas, je vais me faire tuer. Ah si, je crois que je l'ai là, attendez. Voilà, donc le site c'est http:// donc l'homme et l'argile. Alors en fait vous attachez, donc vous faites lho.et.largile et puis après ça vous faites .free.fr et donc là-dessus vous avez un onglet contact, vous n'hésitez pas. Et puis il y a un numéro de téléphone, alors je vous le donne, 06 22 61 82 50. Alors donc 06 22 61 82 50. Voilà, donc c'est juste un échange d'informations, mais c'est important de savoir ces informations-là, d'une part pour se protéger soi, puis il faut aussi l'enseigner à ses enfants, à ses amis, à ses collègues de travail. Il faut savoir les petites règles de base. Nous, ce qu'on voudrait, c'est aller dans les écoles, carrément. Et puis voilà, apprendre aux enfants. Parce que quand vous avez un enfant, mettons simplement qu'il parte en colo, mettons qu'il se passe quelque chose, et vous lui avez rien enseigné, comment il va se débrouiller hein. Donc c'est important de former ses enfants et ses amis. À l'éducation de santé. Voilà, à savoir se débrouiller. Boire, manger, se soigner. Voilà, c'est les 3 choses essentielles. C'est essentiel. Pardon ? Pour bien vivre et pouvoir survivre. Voilà, et puis du coup, on est tranquille partout, parce que quel que soit ce qui se passe, vraiment, je veux dire, vous êtes parti en voyage, il n'y a aucun problème, et puis tout d'un coup, voilà une petite révolution qui commence, couvre-feu, machin, vous êtes coincé, qu'est-ce que vous faites ? Vous voyez ? Si vous savez boire, manger, vous soigner, ça va. On peut attendre. Ça vous laisse du temps devant vous, quoi. Bon, Radio Matinus a trouvé son Indiana Jones. C'est parfait. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, en tout cas, Jade, j'ai fait un grand plaisir de vous rencontrer et j'espère à très bientôt pour une nouvelle émission tout aussi passionnante. C'est gentil. À Merci bientôt. Nathalie. Hein. Au revoir. Au revoir.